Donc, ma thèse de doctorat a porté sur cette musique rituelle tamoule à la Martinique et porte le nom de structure rituelle, c'était quoi donc Structure déjà? sonore. Structure sonore d'un espace sacré, l'exemple de la musique tamoule à la Martinique, rituel tamoule à la Martinique. Mais j'en ai extrait un livre publié à l'Harmattan qui s'appelle Tambour des dieux, musique et sacrifices d'origine tamoule en Martinique, qu'on peut retrouver aussi peut-être sur Internet, aussi des bouts. Et même sur le site de Tremblay, là où il y a beaucoup d'articles en sciences sociales et humaines, il y a des extraits de Tambour des dieux là-dessus aussi. Donc, finalement, ça a été une thèse qui a porté sur le langage tambouriné. J'ai tenté d'en connaître les règles de fonctionnement et surtout de tenter de résoudre l'énigme comment se fait-il que un même rythme pouvait appeler telle divinité alors qu'il me semblait différent. Et j'ai tenté donc de travailler là-dessus et c'est là où la sémiologie a été féconde aussi. Que la sémiologie avec laquelle j'avais travaillé du temps de Jean-Jacques Nattier avec les Inuits, ben, comme j'avais une énigme au niveau des règles de fonctionnement et du langage que je ne connaissais pas, j'ai mis en paradigme les rythmes. Et puis finalement, les 4 rythmes qui renvoyaient à une seule divinité présentaient une cellule tripartite commune à l'intérieur des rythmes. Et moi, j'ai mis l'hypothèse que dès que cette cellule tripartite est là, peu importe ce qui précède et ce qui suit, dès que cette cellule tripartite est là, par exemple, ben, on assure la présence à la divinité Maliémin. Donc, on avait 4 rythmes différents, bien sûr, parce qu'ils étaient précédés et suivis un autre schème rythmique, mais il y avait quand même cette unité commune, ce point commun qui permettait la référence à la divinité Maliémin. Donc, ça montrait qu'il y avait quand même, que le rythme était balisé que le tambour, finalement, balisait ce rituel et ce panthéon et permettait à la présence d'une déesse végétarienne qui était Maliémin à ne pas côtoyer une autre divinité par un autre rythme qui s'appelait Maldévilain et qui avait effectivement son rythme à lui, son battement de tambour à lui. Donc, c'est tout ça qu'on a retrouvé dans Tambour des dieux. Et donc, par la suite, j'ai obtenu une autre bourse pour un post-doctorat. Et là, Benoît, avec qui j'avais travaillé à la Martinique, m'a suggéré de poursuivre ma recherche sur les tamouls, mais cette fois sur la musique tamoule, mais à la Réunion. Et là, effectivement, quand je suis arrivée à La Réunion, on est déjà en 1986-87, ma thèse est soutenue, acceptée, le livre sera publié bientôt. J'arrive à La Réunion, et là, je crois arriver, non pas dans une île créole, mais je crois arriver en Inde. Pourquoi? Parce que là, je vois des femmes en sari, ce que je n'avais jamais vu à la Martinique. Je vois des temples décorés, peints vraiment de façon fastueuse. Et je n'avais jamais vu ça à la Martinique non plus. Il y avait beaucoup plus d'Indiens. Ils étaient effectivement 3-4 fois plus nombreux que ceux de la Martinique. À la Martinique, ils sont évalués à peu près à 5000 sur une population totale de 300 quelques mille. Donc, ils sont peu visibles. Alors que là, ils sont très visibles à La Réunion. Encore plus à la Martinique, à l'île Maurice quand j'irai plus tard. Mais donc, j'ai commencé à ramasser, à faire de la collecte de musique rituelle qui n'avait jamais été faite non plus là-bas. Et là, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il n'y avait pas qu'une seule cérémonie qu'on appelait la Babondikouli, mais il y avait des rituels sanglants aussi, ça, où on tuait des brebis, des coqs, mais il y avait aussi des rituels où il n'y avait aucun sacrifice d'animaux et où les instruments de musique étaient fort différents. Alors, ces instruments-là et ces cérémonies-là ne se déroulaient pas dans les sociétés de plantation, derrière les plantations, mais plutôt en ville à La Réunion, dans les petites villes. Et les temples étaient gérés par des associations tamoules, qu'on n'avait pas non plus toujours à la Martinique, donc des associations.
Et j'ai compris après ce qui se passait, c'est que dans ces temples-là se retrouvaient donc des gens de cette association dont les gens étaient plutôt, avaient grimpé dans l'échelle sociale. Certains étaient même devenus des avocats, d'autres des professeurs, d'autres étaient restés agriculteurs et demeuraient au sein de la plantation, mais eux avaient gardé un sacrifice qui était proche de celui que j'avais vu à la Martinique et même à la Guadeloupe, des sacrifices sanglants avec présence de transe et tout. Mais là, j'avais un autre sacrifice, un autre rituel que j'ai plutôt appelé des cultes, hommages à certaines divinités. Et là, où la musique joue un rôle très différent. Plutôt que d'un aspect médiation où le tambour appelait la divinité par un tambour, un rythme précis, comme j'ai dit tout à l'heure, le tambour ou la musique ou l'instrument de musique n'est plus là pour appeler, invoquer les divinités pour qu'ils descendent sur le prêtre, le posséder ou assister à la cérémonie. Là, la musique est là pour simplement je dirais, embellir le culte. Et c'était pour remercier, pour honorer les divinités de leur présence. Mais on ne les invoque pas, on les convoque pas, un peu comme avec un téléphone, pour dire, écoute, il faut que tu viennes maintenant. Là, c'est pas du tout ce rôle de médiation, mais c'est plutôt pour rendre hommage à la présence d'une divinité. Et le culte n'est plus carnivore, on ne fait plus de sacrifices d'animaux, on ne fait que des cultes végétariens. Donc, on mange végétarien après la cérémonie. Donc, du coup, la musique ne peut plus être la même parce que cette musique qui touche la peau de l'animal, qui accompagne les sacrifices sanglants, c'était fait pour les cultes des gens qui venaient de basse caste ou même des hors castes, ou même parfois, oui, des hors castes. Alors, donc, qui étaient les descendants premiers, ceux qui sont venus en tout premier lieu pour la relève de la main-d'œuvre. C'est ceux-là qu'on a vus, que j'ai rencontrés à la Martinique, à la Guadeloupe, et que j'ai rencontrés aussi dans les plantations à La Réunion, comme à Maurice. Mais là, il y a eu une espèce de, on dirait ici, une gentrification qui s'est opérée, et au point tel que ces gens gentrifiés ne voulaient plus s'identifier aux descendants des premiers Tamouls qui, eux, étaient restés des basses castes, des hors castes ou des intouchables. Donc, on voulait... Et en Inde, selon son statut d'appartenance, on a une façon de se vêtir, on prie telle divinité, on a tels instruments de musique, etc. Donc, c'est un tout. Alors, il fallait reformer une cohérence sociale, culturelle et musicale autour de ces nouveaux statuts, de ces migrants, même si, à l'origine, ils venaient tous d'à peu près de la même source, mais de la même souche aussi. Mais on a voulu se distinguer, donc la musique est devenue comme un facteur, un vecteur de distanciation culturelle et sociale, et de différenciation aussi. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça se faisait et à partir de quel répertoire. Donc, on retrouve par exemple des badjans, on va retrouver des instruments uniques à ces cultes, comme le sitar, le tabla. On va retrouver donc, comme je disais, des chants aussi spéciaux. On va retrouver le nagashvaram, qui est un hautbois qu'on retrouve en Inde aussi, mais qu'on ne trouvait pas dans les cultes à sacrifice sanglant. Donc, il y aura une variété, une multitude d'instruments. L'instrumentarium va être très varié. Les instruments ne serviront plus à appeler, mais à honorer simplement, à souligner la présence, on souligne la présence des dieux, mais on n'implore pas leur présence pour que la prêtre tombe en transe. Il n'y a plus de transe non plus du côté des cultes végétariens, donc c'est vraiment une nette distinction. On a vraiment créé par la musique, par le culte, une autre... en fait, ces espaces-là, je dirais plutôt, venaient répondre à la création d'une autre société qu'on venait de construire. Alors, c'est ça qui m'a amené à La Réunion, et beaucoup plus que simplement le décryptage d'un langage tambouriné. C'est plutôt situé au niveau, je dirais, macro, pour comprendre comment, finalement, un même groupe peut se distancier au sein d'une même société, et comment ils vont se positionner aussi, non seulement au sein de la communauté tamoule, mais comment ils vont se positionner au sein de la société insulaire et créole en général.
Donc, c'est ce genre de problématique qui est beaucoup plus ethnomusicologique que simplement, je dirais, sémio-musicologique, où je travaillais avec les structures avant à la Martinique. Là, on est vraiment dans le contexte social et on essaie de comprendre finalement ce rôle de la musique dans le contexte social. Ce qui m'a amené aussi à parler d'esthétique, bien sûr, parce que là, qu'est-ce que ça voulait dire quoi? Une bonne musique, une belle musique, un bon son, un bon musicien, tant du côté des plantations à La Réunion que celui des cultes de végétation dans les villages. Donc, je me suis rendu compte que là aussi, il y avait toute une richesse autour de l'esthétique, des critères de jugement. Et c'est à partir de ça, de 87, qu'avec ma collègue que j'ai nommée tout à l'heure, Ghislaine Guertin, qu'on a développé et écrit ce grand projet de recherche autour de l'esthétique musicale et qui a été financé pendant 6 années consécutives. Fort de toute cette expérience-là, finalement, autant du côté tamoul que du côté créole, que je vais commencer à développer, mais à partir de 87 et 88. Donc, il y avait déjà suffisamment de questions à caractère esthétique. Quels sont les critères d'évaluation, les critères de jugement, d'appréciation aussi, et de jugement évaluatif aussi, hein, parce que il y a l'appréciation d'un côté, puis il y a l'évaluation de l'autre. Hein, donc, l'évaluation part souvent de critères, de règles qu'on connaît. Quand on évalue un étudiant, on évalue sa connaissance à partir de certains critères, mais quand on apprécie, on peut aimer ou pas aimer. C'est la distinction que Jean-Marie Schaeffer proposait, que moi j'avais trouvée intéressante, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur l'esthétique, et que je trouve intéressante et qu'on a tenté de mettre à l'épreuve aussi, Ghislaine et moi, dans notre projet sur l'esthétique au niveau des critères de jugement et de jugement esthétique. Jean-Marie Schaeffer. Donc, d'ailleurs, on l'a fait venir à quelques reprises. Il avait bien été apprécié par les gens à Montréal. Donc, c'est ça. Alors, on a ouvert, donc, à mon retour de La Réunion, on a commencé à... J'ai poursuivi de façon peut-être plus sur une base individuelle tout ce qui avait trait à la musique rituelle. Et puis, j'ai commencé à travailler sur les musiques créoles je dirais, sur 2 plans. Le plan esthétique, mais aussi le plan musique qui me renvoyait forcément à la danse. Parce que qui dit musique créole, on ne peut pas parler de musique créole si on ne parle pas de la danse. Moi, je me souviens même d'Eval Maniga, qui est un musicien haïtien, j'avais posé la question dans le cadre du projet esthétique, comment sais-tu que ta musique est appréciée? Parce que lui, c'est un compositeur aussi, il composait de la musique sur une base traditionnelle haïtienne. Comment sais-tu que tes compositions sont appréciées du public? Mais il dit, c'est simple. Je suis même étonnée que tu me poses la question. Ben, dis-moi, c'est quoi? Ben, il dit, c'est quand il danse, c'est quand il bouge. Alors, pour lui, une bonne musique, c'est une musique qui fait bouger, qui fait danser. Puis effectivement, quand on parlait de belay, le belay à la Martinique, comme le gros K à la Guadeloupe, ou comme le Sega à La Réunion, tout ça, c'est quoi? C'est de la danse. C'est une combinaison de danse, chant et instrumentarium, et une série d'instruments. Mais c'est un tout indissociable. Mais trop souvent, je voyais dans la littérature ou des gens qui me parlaient de belay uniquement en termes de chant, d'instruments et de mélodie ou de rythmie. Mais peu de gens parlaient ou amorçaient la danse. Et la danse, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça apporte la dimension du corps. Et moi, à partir de la connaissance du belay, j'ai même tenté d'apprendre le belay, le corps est drôlement impliqué. Et puis après, quand j'ai essayé de comprendre les modalités de jeu du tambour, tamoul, ben là, si on ne comprend pas le jeu du poignet, le regard entre les musiciens, si on ne comprend pas la position des pieds dans le belay, le tronc sorti, la façon de mettre les pieds, en fait, d'ouvrir les bras puis de tournoyer comme ça autour de soi pour occuper le maximum d'espace. Ça veut dire que c'est son espace vital à la danseuse ou au danseur. En écartant, en oubliant le corps, on oublie, je dirais, la dimension importante, une des plus importantes de
de compréhension stylistique de ce genre musical-là. Donc, en travaillant sur la performance et le corps, j'ai revu et reconstruit toutes mes analyses antérieures que j'avais faites sur la musique créole pour mettre cette fois le cœur et le corps au cœur de l'analyse, et mettre aussi la performance. Et la performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire autant les stratégies de production du danseur ou du chanteur que les conduites d'écoute et d'attente du public. Donc, on est vraiment dans un schéma presque de communication, parce que souvent, le danseur, comme en jazz, dans le jazz, si vous écoutez une musique de jazz, d'ailleurs encore là, une conduite d'appréciation spécifique dans le jazz, c'est d'applaudir pendant qu'il vient de finir un solo ou à peine fini le solo. Pendant le jeu, on va se mettre à applaudir dans les musiques de jazz. Faites ça à la salle Wilfrid Pelletier pendant une symphonie de Beethoven, vous allez vous faire huer. Donc, on voit bien que les conduites d'écoute et d'appréciation ne sont pas les mêmes, vont varier non seulement d'une culture à l'autre, mais d'un type de répertoire à l'autre. On n'écoutera pas, Glenn Gould, lui, refusait même d'être enregistré dans un concert parce qu'il ne voulait pas avoir des gens qui toussaient ou qui applaudissaient au mauvais moment, alors que le jazzman, lui, attend ça. Il attend on apprécie même en cours de performance. Alors, le public joue un rôle et en fonction du renforcement du public, bien, le jazzman va aller dans tel parcours plutôt que tel autre. Donc, on voit que par les méthodes de renforcement du public, ça a une influence drôlement dans certains types de répertoires sur les stratégies du musicien ou de la musicienne, du chanteur ou de la chanteuse. Donc, en travaillant sur la performance, ça nous ouvrait sur tout ça. C'est-à-dire, j'essayais de comprendre, finalement, ce que j'ai appelé des syntaxes et des grammaires corporelles dans les répertoires. Et ne pas se limiter qu'à la dimension sonore dans la musique. La musique est plus que sonore, beaucoup plus. Elle est aussi corporelle, elle est environnementale, elle est tout ça. Quand il y a des claquements de mains, c'est pas pour rien. Quand les castagnettes, mon Dieu, en Espagne, il y en a plein. Si on oublie le jeu de pied, on perd l'essence même de la musique. Donc le corps, il est musiquant. Et c'est un peu ce qu'avait dit André Scheffner quand il propose son concept d'homme sonaille, quand il avait travaillé sur l'origine des instruments de musique. On pensait souvent que les instruments avaient été faits pour copier la voix, ou inversement, dans la foulée d'une copie de voix, pour imiter la voix. Mais Scheffner lui disait non, c'est pas ça. La musique instrumentale, elle vient de la danse. Ah bon, elle vient de la danse. Comment s'y prend-il? C'est comme ça qu'il a développé son concept d'homme sonaille. Alors pour lui, le danseur se met d'abord des sonnailles à ses chevilles, à ses poignets, se met à bouger, se tape sur les cuisses, se tape sur le pied. Et puis graduellement, ces sonnailles qui étaient à ses poignets, ils se détachent pour devenir de plus en plus indépendants du corps. Et pour lui, la musique instrumentale serait née d'un détachement graduel du corps vibrant. Vibrant par les claquements de mains, par les tapements de cuisses, par les pieds qui tapent sur le corps, par les ajouts qu'on donne aussi aux membres, en mettant notamment ces sonnailles, etc. Puis se détache ensuite du corps pour devenir une musique instrumentale indépendante. Il y a des thèses qui ont été à l'encontre de tout ça, mais je trouve quand même que c'est intéressant, et surtout qu'elle place le corps au cœur finalement de la naissance des musiques instrumentales, ce que peu de gens ont fait. Donc, c'est très intéressant de travailler sur le corps dans cette foulée, et surtout à travers des musiques africaines et créoles ou de descendance africaine, et de voir comment on reconstruit ce rapport au corps à travers la musique. Donc, c'est tout ce pan-là de la recherche que j'ai développé à travers la performance et qui m'a permis de redéfinir aussi le concept de musique pour aller bien au-delà de la dimension sonore, pour inclure une dimension performantielle par le corps et par la réaction de l'auditoire.